C'est bon d'être ici. Bonjour tout le monde. Je vous remercie. Je remercie les membres qui sont sur le panel. Merci d'être venus participer à ce panel. J'espère qu'il y aura un bon impact de ce thème sur l'apprentissage en ligne. Les politiques éducatives ont été mises en place, et les nouvelles technologies ont été mises en place. L'apprentissage en ligne devient un avoir non seulement pour les étudiants, mais pour la communauté et les enseignants aussi. Ça leur fournit les moyens de gagner plus de compétences, permet des partenariats mondiaux, et augmente la qualité des programmes d'éducation. Il y a le mouvement mondial vers la numérisation des salles de classe. Et quel impact est-ce que nous allons avoir dans la salle de classe et sur le système éducatif? Voilà ce que nous allons discuter. Maintenant, un peu de rappel. L'honorable secrétaire général de la Guinée équatoriale va parler en espagnol. Je vais faire un peu de traduction après avoir répondu aux questions pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, je vais poser la première question à l'honorable secrétaire d'État. La Guinée équatoriale continue à investir dans le secteur éducatif du pays. Et il y a des déclarations politiques qui ont été faites cette année sous le titre d'innover ensemble, permettre l'éthique pour le développement durable. Est-ce que vous pouvez donner à d'autres l'idée de la taille de l'investissement et surtout dans le secteur éducatif comme les laptops pour les enfants et la connectivité à large bande pour toutes les écoles? Il dit merci à tout le monde d'être ici. Il va parler en espagnol pour mieux parler de cette question. Je voudrais remercier pour la fraternité des pays frères, l'Ouganda, pour l'organisation, pour la conférence excellente et l'hospitalité que nous avons eue. Una primera conferencia económica en el año 2000, en el año 1997, en la que se definieron justamente las prioridades de la nueva era petrolera del país. En el año 2007 se celebró la segunda conferencia económica nacional en la que se esbozó una nueva visión de Guinea Ecuatorial con el horizonte en el año 2020 y se formalizó la estrategia a seguir en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, que tenía como ambición hacer uso de los recursos generados por la explotación de hidrocarburos para erradicar la pobreza y edificar una economía inclusiva, diversificada y emergente. Avant de répondre à cette question, je voudrais faire
une synthèse de ces conférences qui ont déjà eu lieu en Guinée équatoriale. La première étant en 1997, où nous avons défini les priorités pour l'exportation du pétrole et ce qu'il faut faire avec les revenus qui proviennent de ce pétrole. En 2007, eu, nous avons créé une deuxième conférence où nous avons expliqué la vision. Everyone is telling me that they are going to do the translation directly, so I will not do any more translation. His Honorable will speak in Spanish and you can listen directly in English by the translation, okay? Eles vão fazer a tradução, portanto podes falar normalmente em espanhol e eles usam a tradução para inglês, ok? Pode continuar. Muchas gracias. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del que he hablado es liderado y monitoreado por una agencia nacional en cuyo frente está un secretario de Estado, quien por razones Anything? estoy aquí representando en este acto. Yo soy secretario de Estado para Tecnología y Telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes, Tecnología, Poder y I Telecomunicaciones. don't see anything. Dealing with transport issues for the government of Kenya. So I'd like to say Je voudrais dire que platform. dans le plan national de développement économique, nous avons des lignes directrices politiques qui régissent les politiques. Nous avons commencé en 2007 avec une conférence dont je viens de parler. Le travail est divisé en deux phases. La première phase qui a été conclue avec de bons résultats. Le plan la première évaluation est en 2012. Et une des choses que nous avons faites, c'était de travailler sur le budget, surtout consacré à la construction des infrastructures de base avant d'avoir une économie diversifiée. La deuxième phase, nous sommes dans la deuxième phase, après 2012, dans le budget, nous voulons investir. Par exemple, le plan stratégique de 2012-2016, nous sommes intéressés dans le secteur des productions, et le secteur social comme l'éducation et la santé. De cette façon, il est important de souligner que dans notre budget, pendant cette deuxième phase, nous sommes très intéressés dans les résultats. Nous avons créé des indicateurs et des objectifs. Donc, la Guinée équatoriale, à l'heure actuelle, nous travaillons sur ce processus d'évaluation avec l'assistance de la Banque mondiale. Et à travers des indicateurs, nous pouvons mesurer les résultats, définir une priorité et puis réfléchir sur les programmes qui visent le développement national, par exemple, l'éducation pour tous, et puis numériser l'éducation. C'est une composante très importante pour renforcer les ressources humaines et le renforcement des capacités. C'est très important pour nous. Donc, en avançant vers le 2016, nous avons identifié 2,6% pour ce programme particulier. Parlant de plans spécifiques, comme le laptop pour les jeunes enfants, je dirais que ce que nous avons intention de faire en 2016, c'est un plan technologique pour le secteur de l'éducation qui, évidemment,
fera partie d'une solution que nous allons offrir à travers le plan, c'est-à-dire avoir une connectivité de bande large, ce qui c'est une grande priorité pour les écoles secondaires. Ça, c'est une priorité dans le plan que nous avons jusqu'à 2020. Et merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Mais maintenant, au cap, le directeur de l'éducation a parlé, M. Bassali a parlé de plusieurs initiatives qui comprennent le projet de Chine-Taïwan, le financement par le Japon et le projet MTN Swaziland. Ça fait il y a plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet? Est-ce qu'il y a maintenant un effort concerté et coordonné entre votre ministère de l'Éducation pour pouvoir fournir un apprentissage à tous les élèves? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement du Rwanda pour nous avoir abrités dans 2000 Innovation Afrique 2005. C'était le gouvernement de l'Ouganda. Et puis aussi exprimer les excuses du ministère de l'Éducation, le docteur Vignes Makagolo, qui n'a pas pu venir à ce sommet à cause d'autres tâches. Il nous a envoyé de venir ici dans ce sommet, de présenter le ministère de l'Éducation et de la Formation. Pour revenir à la question que vous venez de poser, nous pouvons répondre en disant que, en tant que gouvernement, surtout le ministère de l'Éducation et de la Formation dans le royaume de Swaziland, nous sommes engagés à promouvoir l'apprentissage et l'enseignement à travers l'utilisation d'éthique. Et nous avons un nombre de documents de politique qui stipulent clairement qu'il faut aller dans ce sens, c'est-à-dire mettre l'éthique dans le système éducatif. Par exemple, il y a, depuis 2006, il y a une politique d'éducation nationale et d'infrastructure qui souligne le fait que les Swazis doivent être plus compétitifs dans l'économie mondiale en exploitant l'utilisation de technologies dans l'apprentissage et l'enseignement. Nous avons aussi la politique de la formation et d'éducation qui a été formulée et lancée en 2011 et qui est maintenant, qui va être revue en 2016. Celui-là a un résultat positif envers, surtout pour l'éducation d'éthique et l'alphabétisme d'éthique, et puis aussi la stratégie de gouvernement pour tout le gouvernement de la Swaziland, qui est pour la période 2013 à 2017. Entre autres, il recommande, surtout dans la section qui traite de l'éducation, il recommande que nous devrions développer une stratégie d'apprentissage électronique et équiper les apprenants avec des compétences de base antiques pour qu'à un moment de quitter l'école, ils sont déjà lettres de fin de vie d'éthique. Et puis, enfin, nous avons une politique sur les sciences et les mathématiques pour la période 2014-2019. Celui-là souligne l'utilisation d'éthique en tant qu'outil dans l'enseignement des sciences et des mathématiques et la technologie, si bien que faciliter l'apprentissage et puis l'évaluation, faciliter ainsi que la gestion et aussi le traitement de dossiers. Maintenant, pour parler des partenaires spécifiques auxquels vous êtes référés dans votre question, le projet chinois, le projet japonais, UNESCO, etc. Nous avons toujours ces projets qui sont en cours. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires, la République de Chine, de Taïwan. Spécifiquement, ils nous assistent beaucoup dans le pays, dans un nombre d'initiatives, non seulement dans le pays de l'éducation, mais aussi dans d'autres activités.
Mais l'éthique et l'éducation, l'éthique dans l'éducation, il nous assiste là-dedans dans la construction de laboratoires d'ordinateurs. Nous avons un projet en cours de 3 ans avec la République de Chine, Taïwan. Chaque année, ils construisent 10 laboratoires d'informatique. Ce projet, dans sa deuxième année, l'année dernière, ils en ont construit 10. Le Swaziland est un petit pays, une population d'environ 1,2 million de personnes. Et donc, nous avons 4 régions. Quand nous avons reçu l'assistance, nous avons essayé de distribuer de façon égale l'assistance au sein de 4 régions. Nous assistons aussi avec le provisionnement d'ordinateurs et d'encyclopédies primeuses. Nous avons aussi récemment l'assistance que nous obtenons des Japonais à travers l'agence de coopération japonaise, c'est-à-dire JICA. Il y a un programme de volontaires en cours dans l'éducation éthique. Il y a aussi la coopération avec KOICA, du gouvernement de Corée. Et là encore, nous avons des volontaires qui viennent de la Corée du Sud, au Swaziland, pour aider dans les mathématiques et la science. Ils viennent en tant qu'enseignants volontaires, et puis localement, nous avons d'autres partenaires, surtout dans l'industrie d'éthique. Il y a MTN Swaziland cette année. Il nous a assisté beaucoup. Ils ont piloté un projet où ils essayaient de distribuer les tableaux blancs. Et nous espérons que ce projet va continuer dans les années à venir. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Maintenant, je vais à M. M. Verlet, directeur adjoint dans le collège de l'éducation et de l'enseignement du Malawi. Il y a quelques années, le gouvernement de Malawi a dit que son administration va investir plus dans le secteur éducatif pour améliorer la qualité d'éducation dans notre point de vue. C'est une priorité maintenant qu'a adopté le Malawi, c'est-à-dire son approche à l'apprentissage, et le gouvernement devrait viser des investissements dans la technologie de salles de classe, etc. Merci beaucoup. En premier lieu, je voudrais remercier le gouvernement de l'Ouganda pour avoir abrité la conférence, ainsi que l'accueil chaleureux qui nous a été accordé. Deuxièmement, je voudrais exprimer les apologies des excuses du ministère de l'Éducation, des Sciences et des Technologies, le docteur Emmanuel Fabiano, et le secrétaire de l'Éducation, des Sciences et des Technologies, Madame Margarita, qui n'ont pas pu venir à cette importante réunion à cause d'autres engagements également importants. Je voudrais aller à votre question. Oui, les éthiques sont conçues comme une des priorités au Malawi. Nous devons avancer avec la technologie. Nous vivons dans un village mondial. Il n'y a pas besoin pour le Malawi de retarder. Et pour montrer son sérieux, le gouvernement du Malawi a développé le document de politique sur l'éthique qui énumère les stratégies de comment l'éthique peuvent améliorer la qualité d'apprentissage et d'enseignement dans les salles de classe. En plus, pour montrer le sérieux de la question, il y a une inclusion des études informatiques dans le curriculum national. Au niveau des écoles secondaires, ils doivent comprendre le concept de base
concernant l'éthique à ce niveau. Comme ça, quand ils auront diplômé vers un autre niveau de l'éducation, ils sont à l'aise avec les compétences de base concernant l'éthique. Vous devriez savoir que, en tant que gouvernement, il y a différentes études pilotes sur la technologie. Par exemple, au niveau de l'école primaire, et surtout dans les premières années de l'école primaire, nous avons ce que nous appelons IRI, instruction par radio interactive, des programmes qui sont de diffusion au niveau de la radio nationale, et les apprenants peuvent écouter ces programmes dans les salles de classe, bien sûr, sous la direction de l'enseignant. D'une façon ou d'une autre, ça c'est une décision délibérée pour pouvoir former des apprenants à ce niveau, pour qu'ils puissent comprendre et apprécier les compétences d'écoute. Je voudrais aussi dire qu'au niveau plus élevé, un collège de l'Université du Malawi, Chassa College, celui-là met en œuvre des activités d'apprentissage électronique. Chancellor College est lié à 53 pays à travers par satellite, où cela forme une interface avec des enseignants dans d'autres pays et ils partagent des compétences et le savoir dans le domaine spécifique. Il y a de nouveaux plans qui se préparent, que Chassa College va concevoir ses propres programmes afin de continuer avec cette plateforme d'apprentissage électronique. Nous avons aussi ce que nous appelons les espaces TV, où les apprenants d'école secondaire profitent à travers l'utilisation de téléphones mobiles pour avoir accès à l'information. Tout cela a lieu pour assurer que les apprenants apprécient que nous vivons dans un monde, dans un village global. Et l'éthique sont très importants dans ce monde. Merci. Maintenant, pour le directeur de Passing Afrique, Mme Jane Bursey, je voudrais vous poser une question sur vous, parce que vous avez dû s'adopter. Votre société est devenue vraiment une société technologique. Quel service est-ce que vous rendez disponible au gouvernement africain, par exemple, pour soutenir leur enseignement électronique? D'abord, je voudrais dire merci au gouvernement ougandais, au ministère pour nous avoir accueillis ici. C'est un privilège d'être ici dans ce forum pour partager des expériences et apprendre de ce qui se passe ailleurs sur le continent. Et puis, je remercie les organisateurs de conférences pour leur efficacité et pour nous avoir bien accueillis. Merci beaucoup pour répondre à la question. C'est-à-dire, les services numériques les plus récents et les outils à venir, le soutien, les services de soutien électronique. D'abord, je voudrais dire que, bien sûr, il y a beaucoup de quantités disponibles dans ce domaine qui peuvent être employées pour soutenir l'éducation partout sur le continent. Il y a des systèmes de gestion électronique, il y a beaucoup de stages qui peuvent être numérisés, qui peuvent être utilisés en ligne ou d'autres façons. Il y a beaucoup de ressources pour aider à soutenir les enseignants dans la mise en œuvre de ces activités dans la salle de classe. Les exemples, là, par exemple, si vous pensez de l'espace d'enseignement supérieur,
là où des institutions sont connectées numériquement, donc des informations sont disponibles, il est possible de fournir à ces étudiants avec un matériau d'apprentissage électronique. Que ce soit les étudiants qui fournissent les équipements ou les étudiants eux-mêmes. Et les étudiants peuvent interagir avec le contenu. Ils peuvent s'engager avec d'autres étudiants à travers les plateformes en ligne qui sont disponibles. Les enseignants peuvent gérer des travaux de pratique. Ces systèmes ont été là depuis pas mal de temps. La raison pour laquelle ils ne sont pas beaucoup utilisés sur le continent, c'est qu'ils nécessitent une quantité de technologies pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais nous voyons le progrès rapide pour pouvoir avoir ce genre de technologies qui doivent être disponibles. Dans l'espace de l'école, des choses prennent un peu plus longtemps pour être démarrées, mais il y a beaucoup de progrès réalisés. Les diverses initiatives dont nous avons entendu parler dans la conférence sont des bons exemples. Les ressources d'apprentissage ne sont pas une nouvelle chose. Dans différentes parties du monde, y compris dans certains endroits en Afrique, il est possible d'avoir un programme de lecture en ligne. Par exemple, l'enseignant aurait des manuels disponibles en ligne qui peuvent indiquer à l'apprenant, et l'apprenant peut les apprendre, se familiariser avec eux, et l'enseignant peut aider, et puis même faire des évaluations. C'est la même chose avec d'autres programmes en masse. La question c'est comment est-ce que nous les apportons ici, comment est-ce que nous les déployons sur ce continent pour qu'ils puissent marcher efficacement. Il y a beaucoup d'apprendre, ça auquel on peut se rappeler, c'est-à-dire mais comment déployer ces choses-là si ça marche bien sur le continent. Il y a un document récent de septembre cette année par l'OCDE. L'OCDE examiné l'impact de la technologie scolaire sur les résultats des pays internationaux, comme par exemple la paix. Et ça a pris plus de 70 pays dans le monde. Ils sont en train de tester les résultats sur les mathématiques et les sciences. Dans ce papier, l'OCDE dit que les systèmes d'éducation qui ont beaucoup investi dans l'éthique n'ont pas forcément vu des améliorations précises, ce qui peut paraître bizarre. Mais c'est ce qui a été vulgarisé par l'OCDE. Par exemple, il donne l'exemple des systèmes les plus performants de l'éducation qui se trouvent dans l'Asie du Sud-Est, de l'Est. Beaucoup de ces pays ont fait attention en déployant ces systèmes dans la salle de classe. Les enfants n'ont pas passé trop d'heures sur des instruments technologiques. Ils passent moins de 30 minutes en utilisant cette technologie dans la salle de classe. Mais ils ont des meilleurs résultats en mathématiques et en sciences, alors que d'autres nations, surtout l'Australie, le Royaume-Uni n'était pas dans l'étude, ils ne constatent pas une grande amélioration, même si les enfants passent plus de 2 heures sur ces instruments électroniques. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Moi, je dirais que ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'instruction et la capacité de l'enseignement à utiliser efficacement l'éthique dans la salle de classe. Et ça, évidemment, c'est un vrai défi. D'abord, les enseignants doivent être rendus lettrés du fait du numérique. Ça a été un défi sur le continent et reste un défi dans beaucoup d'endroits. Et des enseignants qui deviennent à l'aise avec les instruments numériques, c'est très important dans le processus. Toutefois, lorsqu'un instrument dans l'apprentissage électronique, et lorsqu'on a des instruments appropriés, il est important qu'on soit pleinement soutenu par le soutien pédagogique et en ligne pour les enseignants pour qu'ils puissent mettre en œuvre de façon appropriée.
Il y a eu un projet récent que nous avons mené dans 12 écoles rurales dans un pays particulier sur le continent. Et il est toujours en cours. Mais on cherchait des bonnes pratiques pour mettre en œuvre des solutions d'éducation électronique, surtout pour l'anglais, les mathématiques et les sciences. Et à travers les leçons apprises, je voudrais... Il est important pour que les enseignants puissent avoir ce étudiant parce que souvent il manque les compétences de base qui est un des obstacles pour les enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne veut pas avoir de connectivité en ligne tout le temps, juste avoir un peu, mais pas forcément connectivité tout le temps. Le soutien est critique. Merci beaucoup. Je vais vous demander, je vais poser. Donnez-moi des réponses précises, parce que le temps n'est pas favorable à nous. La Guinée équatoriale a une population peu nombreuse. Mais est-ce que vous avez les ressources et les capacités pour faire en sorte qu'il y ait une prestation de services en ce qui concerne les technologies numériques à vos populations dans les salles de classe? Est-ce que les prestataires de services sont bien disposés à le faire? Comment est-ce que vous pouvez avoir un système éducatif numérique dans une telle période? Nous avons une situation assez particulière en Guinée équatoriale. D'après les résultats préliminaires du dernier recensement, nous avons 1,5 million d'habitants. J'aimerais dire que avec la chute des prix du pétrole sur le marché mondial, avant cette chute des prix, nous avons un PIB élevé. Nous avons donc fait une évaluation au niveau national des résultats escomptés. Et il y avait beaucoup de possibilités qui ont été bloquées à cause de la chute des prix du pétrole. Et en ce qui concerne la technologie, il nous faut la transparence. Le pays peut avoir beaucoup de ressources naturelles, etc. Mais l'essentiel, c'est le capital humain. Sinon, il sera difficile de réaliser les résultats liés à l'éducation. Pour ne mentionner que quelques exemples. Voilà pourquoi comme a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme le plus important pour changer le monde. Et pour cette raison, j'aimerais dire qu'il faut comprendre qu'avec l'éducation, nous pouvons avancer plus rapidement. Et surtout quand cette éducation est accompagnée par la démarginalisation, les populations doivent être autonomisées. Le ministre de l'Éducation et de TIC
adding e-learning in Swaziland. Quels sont les développements que vous avez eus au Swaziland? Est-ce que vous pouvez résumer les projets de votre gouvernement pour renforcer sa vision en ce qui concerne la construction des laboratoires informatiques et aussi en milieu rural, et aussi faire en sorte qu'il y ait une plus grande consommation des TIC en milieu scolaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais réitérer en tant que ministère de l'Éducation et de la Formation, nous nous engageons à renforcer les TIC pour que les TIC soient une matière et aussi pour faire en sorte qu'il y ait une intégration des TIC dans les programmes scolaires. Comme j'ai dit avant, il existe plusieurs initiatives. Il y a les partenaires qui travaillent en collaboration avec le gouvernement. De telles initiatives comprennent la fourniture des équipements favorisant le développement des compétences en matière de TIC. Nous avons commencé un projet où nous mettons en place les réseaux locaux pour que ces écoles puissent se connecter à l'Internet. Au niveau du ministère, nous appuyons les écoles de telle manière qu'il y ait les taux réduits pour ces écoles, les taux réduits par les prestataires de services d'Internet. Nous collaborons avec d'autres partenaires qui nous aident grâce aux technologies plus récentes comme les espaces. Et on a déjà fait un projet pilote sous cet angle. Nous essayons de faire en sorte qu'il y ait une implication de plusieurs écoles qui se sont connectées à l'Internet grâce à cette technique moderne. L'année passée, nous avons introduit un diplôme à l'intention des enseignants pour que ces enseignants puissent être capables de donner des cours de la TIC. Nous avons très peu d'enseignants en ce qui concerne les sciences et la technologie. Et nous avons donc inauguré ce programme pour faire face à ce défi de la pénurie des enseignants en matière de TIC. Le premier cohorte va être diplômé en 2017. En ce qui concerne les coûts, chaque année, tous les ministères du gouvernement, y compris le ministère de l'Éducation et de la Formation, soumettent les demandes au ministère de la fonction publique. Une fois que nous aurons soumis nos requêtes, on fait en sorte qu'il y ait une attention particulière accordée à nos demandes. Parce que les TIC s'avère l'un des domaines prioritaires à considérer par le gouvernement. En 2014, nous avons élaboré avec notre centre de programmes scolaires un programme scolaire pour les TIC destiné au niveau primaire et au niveau secondaire et surtout le collège. Et ces programmes ont été approuvés par le ministère. Ce qui reste est le pilotage de ces programmes scolaires et l'élaboration de matériel
pays relatifs. Après cela, nous allons faire en sorte que toutes les écoles primaires et les écoles secondaires commencent à se servir de ces programmes scolaires. L'une des priorités de formation au Malawi est d'avoir un téléenseignement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous allez réaliser ce projet dans les 2 ans à venir et les investissements nécessaires à la réalisation d'un tel projet? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le téléenseignement ou l'éducation à distance au Malawi remonte en 1965, mais nous devons nous adapter aux méthodes plus récentes parce qu'à cette époque-là, on se servait de matériel imprimé. Maintenant, il faut nous adapter à l'apprentissage en ligne en ce qui concerne ce téléenseignement. On a mis sur pied les projets capables de nous faire réussir à ce projet de l'apprentissage en ligne. Il s'agit de l'acquisition et l'installation des logiciels, de matériel, des équipements pour qu'on puisse avoir accès aux informations. Nous envisageons augmenter la capacité de maîtrise des TIC par les enseignants, les étudiants, le personnel administratif, ainsi que le grand public. Pourquoi? Parce pour qu'ils puissent apprécier l'utilisation de ces outils de TIC. On fait des préparatifs pour assurer les réseaux et les partenariats avec d'autres prestataires de services. Par exemple, les sociétés de téléphonie mobile et d'autres institutions du secteur privé dans le domaine de TIC pour que ces partenaires viennent ensemble et on peut élaborer des stratégies dans le but de faciliter l'apprentissage au niveau des écoles. Un autre domaine qui nous intéresse est le programme de recherche en matière de TIC. Nous faisons des projets pour mettre en place une feuille de route qui nous permettra d'avoir une orientation en matière de politique pour que le gouvernement puisse formuler les politiques nécessaires à l'apprentissage en ligne. À quoi s'ajoute le fait qu'on prévoit la mise en place des laboratoires visant les travaux de recherche. Nous envisageons avoir des travaux de recherche dans des institutions différentes malawites et renforcer leur capacité de faire les travaux de recherche. Les résultats de ces recherches nous permettront de voir comment on peut mettre en œuvre les TIC dans l'enseignement à distance. Dernièrement, les initiatives de connectivité, en passant par l'autorité réglementaire malawite, nous travaillons en collaboration avec d'autres organisations et nous voulons mettre en place un projet, c'est-à-dire faire que les milieux ruraux peuvent avoir accès au TIC. Voilà quelques projets élaborés par le gouvernement malawite dans le but de faciliter l'apprentissage en ligne.
Est-ce que cette éducation qui est développée en ligne, est-ce que vous pouvez nous parler des moyens interactifs entre les enseignants et les élèves pour que les enseignants puissent améliorer leur capacité de faire apprendre les leçons? C'est une question intéressante. Ces programmes sont disponibles dans le monde entier. Ce qui est intéressant, voilà ce qui se passe par exemple au niveau de notre société. Nous avons la disponibilité de la formation professionnelle. Je parle de manière générale. Nous avons un modèle face à face qui s'avère important. Le développement professionnel qui est disponible en ligne se concentre sur l'utilisation de TIC. Il faut donc avoir des compétences de base en matière de TIC et de cette manière, il faut être capable de se servir de ces compétences en matière de TIC de manière efficace dans la salle de classe. Et pour améliorer les compétences pédagogiques des enseignants, par exemple dans le domaine des mathématiques, nous faisons des projets. Par exemple, il y a un projet que nous menons en Afrique du Sud. Il s'agit de l'enseigner les mathématiques en langue maternelle. Le but est d'améliorer les compétences des enseignants en ce qui concerne faire apprendre les mathématiques. Ce programme sera disponible en ligne et les enseignants formés à l'université auront accès à ces programmes. Et ce programme, où nous avons aussi un projet en Arabie Saoudite qui comporte 100 000 enseignants de mathématiques qui ont été formés pendant une période de 3 ans. Ce projet termine cette année. Et il s'agit des entretiens face à face et les études autonomes. Donc, voici l'approche préférée sur le plan mondial en ce qui concerne le développement professionnel, et ça va continuer à se propager sur le continent. Merci beaucoup, Jane. Je vous remercie tous de votre participation. Cela m'a fait beaucoup de plaisir de présider ce panel. S'il y a d'autres questions, les autres participants peuvent vous rencontrer personnellement. Et nous terminerons avec une vidéo. Life begins as a blank canvas. When you're born, the first thing you do is communicate. Then you start discovering the essence of life. By taking the first little steps, you start growing up, defining your way through this incredible journey. And as you're enjoying the feeling of it, you quickly learn how to reach a higher ground. Life begins as a blank canvas. Blank, yet full of promise. This blank canvas is an opportunity for you to create the long path by which you can walk. You follow your way along with a canvas.
learning what life has to teach you. And once you start drawing your unique identity on it, the canvas becomes yours forever. It all begins and ends with you. And you are an executive. You are a chef. You're the teacher. Aware that learning is the starting point for every goal, we've created a global technological solution for education, promoting communication, creativity, collaboration, critical thinking, and problem solving. We've been present on people's daily lives for almost 40 years, with continuous innovation, developing products that help people to communicate. We have a global presence. Our products supply more than 60 countries across all 5 continents. Our green strategy is also highly demanding. We use certified products in a sustainable production. Inside the office and in hospitals, at home and in different workspaces, we are that canvas always nearby, ready for you to use. A canvas that will help you improve the management of your daily life so you can be closer and spend more time with the ones you love. Because this is definitely the best time in your life. By Silk, life-building canvas.